À la une, le président Ouattara a échangé ce mardi avec le directeur Afrique de Total Exploration et Production. Entretien qui a permis à Guy Maurice de se présenter au chef de l'État au moment où il visite la Côte d'Ivoire et profiter pour lui rendre compte des activités de son groupe. Dans l'actualité politique, la reprise du dialogue entre pouvoir et opposition, la première de l'année entre d'un côté des membres du gouvernement menée par le ministre chargé du dialogue politique et de l'autre les leaders de l'opposition, opposition qui a été invitée à prendre part aux prochaines échéances électorales. Un constat en économie mis en lumière ce soir, la croissance remarquable du continent africain, soutenue par une classe moyenne en forte progression, réalité fort bien visible ici en Côte d'Ivoire, et le FMI mesure déjà les premières conséquences de la croissance sur la population ivoirienne. Et puis, à l'étranger, le Niger, où des voix s'élèvent pour contester les premiers résultats de la présidentielle. 72 heures après l'annonce de ces résultats, la COPA 2016, parti opposant dirigé par Amadou Boubacar Cissé, a dénoncé des fraudes dans le verdict proclamé par la CENI et a appelé ses militants à la résistance. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Ce journal s'ouvre au palais présidentiel où le chef de l'État a échangé ce mardi avec le directeur Afrique de Total, Exploration et Production, Guy Maurice, entretien au cours duquel le responsable Afrique de la branche du groupe français s'est présenté au président de la République au moment où il visite la Côte d'Ivoire et profité pour lui rendre compte des activités de son groupe. Le récit de Jérôme Kofi Abola. Son nom, Guy Maurice. Il est le directeur général Afrique de Total, Exploration et Production. En visite dans plusieurs pays sur le continent, Guy Maurice indique qu'il n'entend pas aborder l'étape ivoirienne sans rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour lui, l'entretien ce mardi avec le chef de l'État ivoirien a été l'occasion d'évoquer la marque de confiance entre sa structure et la Côte d'Ivoire. Il me semblait naturel, en visitant la Côte d'Ivoire, de venir me présenter et rendre compte de nos activités à son Excellence, le chef de l'État, ce que nous avons fait en présence du ministre de tutelle. Donc nous avons fait une revue du panorama mondial de l'activité énergétique. Et surtout, ce que je suis venu, c'est lui exprimer toute la confiance du groupe Total dans l'avenir économique de la Côte d'Ivoire et notre souhait, notre désir de continuer à investir malgré l'environnement qui était particulièrement difficile. Diplômé de l'école centrale de Lyon, en France, Guy Maurice a rejoint le groupe en 1983 en tant qu'ingénieur réservoir. Il occupera par la suite le poste de directeur général de la filiale avant d'être nommé à partir de 2008 directeur général Afrique de Total, Exploration et Production. Le programme de travail gouvernemental PTG 2016 a été élaboré. Le document a été adopté hier lors d'un séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. À l'occasion, le bilan de la mise en œuvre du PTG 2015 a été dressé. Le gouvernement assure que les engagements pris devant les populations lors de la campagne électorale 2015 ont été pris en compte dans les matrices sectorielles. Viviane Haïma. Fruit d'une mise en commun au cours du séminaire gouvernemental qui a réuni toute la journée du lundi 22 février l'ensemble du gouvernement, le programme de travail pour l'année 2016 de l'équipe gouvernementale a été élaboré et adopté. C'est un programme harmonisé pour plus d'efficacité et bâti autour d'objectifs fixés par le chef de l'État, a souligné le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présentant les résultats des travaux au président de la République, Alassane Ouattara. Cette importante rencontre nous a permis d'adopter les plans d'action sectoriels des ministères qui constituent le socle et la boussole du programme de travail gouvernemental pour l'année 2016. Conformément à vos instructions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ont arrimé leur matrice d'action sectorielle sur les mesures clés du programme de votre Excellence, sur les engagements que vous avez pris au cours de vos différentes visites d'État, ainsi que sur le plan national de développement PND 2016-2020 d'un montant d'environ 30 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement devant travailler en synergie, des matrices d'action prioritaires ont été définies. Au total, le gouvernement a retenu pour l'année 2016 une série d'actions prioritaires qui visent à consolider les acquis enregistrés depuis 2011 et à accélérer le train de réforme et la réalisation d'infrastructures de développement en vue de l'amélioration rapide des conditions de vie des populations ivoiriennes, tant urbaines que rurales.
Tout en approuvant ce programme de travail, le président de la République a insisté pour que l'emploi des jeunes et la promotion des femmes soient des objectifs majeurs au cœur de l'action gouvernementale au cours de cette année 2016. Je suis particulièrement satisfait que les engagements prioritaires que nous avons pris devant nos compatriotes pour nos second mandats aient été totalement pris en compte dans vos matrices sectorielles. Vous savez, c'est important d'avoir la transparence en politique et d'essayer de donner ce que l'on peut faire et surtout de s'assurer que ce qui a été promis est bien exécuté et exécuté en temps. Notre jeunesse doit contribuer davantage à la transformation de l'économie ivoirienne, car il s'agit du futur, de leur futur. Nous avons donc l'obligation de répondre aux attentes des jeunes en faisant de la création de l'emploi et de l'intégration des jeunes dans le monde du travail une priorité de l'action gouvernementale. Et je me réjouis que cela ait été bien noté et bien précisé dans le programme de travail du gouvernement. Je voudrais bien évidemment insister à nouveau sur notre volonté de faire en sorte que la femme ivoirienne prenne la place qui lui revient dans notre société. Nous devons donc promouvoir le rôle des femmes dans le développement économique et social de notre pays. Il est du devoir de tous, aussi bien des hommes que des femmes, membres du gouvernement, de donner l'exemple dans ce domaine. Et bien évidemment, ce message, nous le faisons également à l'endroit du secteur privé, de faire un peu plus d'efforts pour la promotion du genre. Je voudrais, pour terminer, réitérer la nécessité d'inscrire la rigueur, la bonne gouvernance au cœur de nos pratiques, afin de permettre à notre pays de continuer sur sa trajectoire de croissance et de prospérité partagée. Le programme de travail élaboré et adopté reste à présent au gouvernement à se mettre au travail. Non loin du palais présidentiel, une délégation de l'UIP, l'Union interparlementaire, a été reçue à la primature par le chef du gouvernement. Délégation présente à Abidjan dans le cadre d'un séminaire qui réunit 70 présidents et délégués d'Assemblée nationale autour de la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la prolifération des armes de destruction massive. Le point a été fait au Premier ministre, le compte-rendu d'Abou Sanogo. Présent à Abidjan pour réfléchir à la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la prolifération des armes de destruction massive, une délégation de l'Union interparlementaire UIP, reçue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, conduite par Martin Shingong, la délégation a rendu compte au Premier ministre du déroulement des travaux qui réunit en Côte d'Ivoire des présidents et délégués du Parlement africain. Il a exprimé son soutien et le soutien de son gouvernement pour les actions parlementaires qui seront menées pour mieux mettre en œuvre cette résolution. Il a préconisé la démarche régionale et sous-régionale, mais nous avons également insisté sur le fait que l'action doit également se dérouler sur place au niveau national et s'est engagé à faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse servir de modèle pour l'implication parlementaire dans la mise en œuvre de cette résolution. Durant 2 jours, 70 présidents et délégués d'Assemblée nationale de 20 pays membres de l'UIP, Union interparlementaire, devront au cours d'un séminaire trouver les voies et moyens de mettre en place un cadre législatif en vue d'empêcher la prolifération des armes de destruction massive. La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, c'est également ce pourquoi milite le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko veut approfondir la stratégie de lutte contre les groupes terroristes. En visite de travail à Paris, il a eu un entretien avec son homologue français, Bernard Cazeneuve, ce mardi. Les deux hommes ont aussi parlé coopération bilatérale. On retrouve Abou Sanogo. Paris, place Beauvau, ministère français de l'Intérieur.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko y est reçu pour une visite de travail par son homologue Bernard Cazeneuve. Leurs échanges ont porté sur les questions de sécurité et de la nécessaire collaboration entre les deux États en vue de faire face aux nouvelles menaces, notamment le terrorisme, le narcotrafic et le grand banditisme. On voit s'intégrer des activistes fondamentalistes, djihadistes et narcotrafiquants. Donc la réponse doit être globale et nos États doivent se mettre ensemble. Nous avons travaillé sur un certain nombre d'informations, sur l'anticipation à avoir et nous allons renforcer la coopération avec des experts français qui vont venir apporter une contribution à nos forces afin que ces forces-là aient une capacité de veille, d'abord au niveau du renseignement et une capacité de réaction en cas de situation particulière. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko rencontre ce mercredi Manuel Valls, le Premier ministre français. Retour à Abidjan et on en vient en image à ce qui fait la une de l'actualité politique ce mardi, la reprise du dialogue entre pouvoir et opposition. La première de l'année entre, d'un côté, des membres du gouvernement emmenés par le ministre chargé du dialogue politique et de l'autre, les leaders de l'opposition. Opposition qui a été invitée à prendre part aux prochaines échéances électorales. Également, sur la table des discussions ce soir, la libération de prisonniers liés à la crise post-électorale et le financement exceptionnel des formations politiques. Et les deux parties se sont engagées à promouvoir la paix sociale dans le pays. Écoutons pour le compte du gouvernement Oussoukou Diojano et pour l'opposition Daniel Boni-Clavry. C'est notre première séance de l'année 2016. Nous avions donc échangé sur l'élection présidentielle, donné des informations sur tout ce qui s'est fait dans la dynamique de l'apaisement. Nous avons remercié l'opposition pour son rôle majeur dans le cadre de l'élection présidentielle. Nous avons demandé à l'opposition de continuer à contribuer au renforcement de la démocratie. Nous avons donc repris nos discussions, nos échanges sur un certain nombre de points. Évidemment, les points les plus saillants étaient, la préparation aux élections législatives. Nous avons fait part d'un certain nombre de préoccupations et nous avons également été confortés par la décision du pool gouvernemental de nous faire participer, de faire participer l'opposition aux réformes à venir, à savoir le référendum constitutionnel et également le code électoral. La situation des prisonniers politiques. Nous souhaiterions que le gouvernement puisse faire un geste fort qui pourrait libérer, disons, la majorité, pour ne pas dire nous voudrions que ce soit l'entièreté de tous les détenus politiques. Actuellement, nous bénéficions d'un financement exceptionnel qui nous est donné tranche par tranche. Mais notre préoccupation est également de pouvoir bénéficier d'un financement conséquent pour que la démocratie puisse s'exercer au niveau des législatives et que nous puissions compétir avec les meilleurs acteurs. D'autres images, cette fois de l'ouverture hier des travaux de la revue sectorielle 2015 du deuxième C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ils ont été lancés en présence du directeur de cabinet du Premier ministre et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cette revue porte sur les projets en exécution, notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'agriculture et l'environnement. Montant de ce deuxième C2D, 738 milliards de francs CFA pour la période 2014-2015. Et puisqu'on en parle justement, on va plus loin pour en savoir un peu plus sur ce contrat de désendettement et de développement. Il lie la Côte d'Ivoire et la France, notamment à travers l'Agence française de développement. En quoi consiste-t-il? Quels sont les secteurs concernés? Comment se font les financements? Qu'est-ce que cela implique pour notre pays? Les réponses dans ce reportage de Christelle Menat. C pour contrat et 2D pour désendettement et développement. C2D. C'est une procédure qui permet d'annuler les créances des pays pauvres très endettés, PPTE. Concrètement, lorsque le pays rembourse une dette contractée dans le cadre de l'aide publique au développement, l'Agence française de développement lui reverse le même montant sous forme de dons. Cet argent doit être affecté dans le budget du pays pour des programmes de lutte contre la pauvreté. Cela s'appelle du refinancement par don, un mécanisme d'annulation de dettes consenti dans le cadre du Club de Paris.
22 pays y sont éligibles et la Côte d'Ivoire fait figure d'exemple. Le montant alloué au premier C2D a été entièrement remboursé par la Côte d'Ivoire, 413 milliards de francs CFA entre le 1er décembre 2012 et le 2 décembre 2014. Tous les projets du premier C2D sont en phase d'exécution ou déjà achevés. Pour exemple, les ponts de Jacquesville, Bélékban et Béoumi. En plus des infrastructures de transport, il y a aussi les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'agriculture et de la justice. Des secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement ivoirien. La mise en œuvre des projets se fait sous le regard de l'Agence française de développement. Les décaissements se font par tranches, en fonction de l'avancement des travaux et d'autres critères. Le 3 décembre 2014, le deuxième C2D est entré en vigueur pour un montant de 738 milliards de francs CFA jusqu'en 2020. Mais déjà, 61% des fonds ont été engagés. Je vous le disais en titre, l'économie, c'est aussi ce constat mis en lumière ce soir, la croissance remarquable du continent africain, soutenue par une classe moyenne en forte progression, réalité fort bien visible ici en Côte d'Ivoire. Et le FMI, le Fonds monétaire international, mesure déjà les premières conséquences de la croissance sur la population ivoirienne. Dans le sujet qui va suivre, vous entendrez notamment la population citadine et rurale, ainsi que les représentants résidents du FMI se prononcer sur la question de la croissance et de ses répercussions dans le quotidien de l'Ivoirien, un sujet de Michel Touré commenté par Adama Koné. L'un des gendarmes de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, est formel. La Côte d'Ivoire est sur une courbe ascendante de croissance, surtout avec un impact réel sur la population. Le taux de pauvreté monétaire a baissé peut-être de 5 points depuis 2011. Une bonne partie de cette embellie a été aussi transférée aux producteurs directement. Maintenant, au moins, on ne dit pas qu'on peut te donner des jetons après. 1000 francs, c'est 1000 francs, c'est bon, c'est abordable. En tout cas, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup. Nous avons réussi à construire des dispensaires, on a réhabilité des écoles primaires, on a réhabilité des pompes villageoises. Mais pour bien d'analystes économiques, la croissance est surtout tirée par l'émergence d'une classe moyenne qui crée de plus en plus un modèle de consommation profitable à l'économie. Vous voyez à Abidjan, par exemple, dans les magasins et autres, même au plateau, il y a une espèce d'engorgement. Il y a quand même une augmentation du pouvoir d'achat. Sur le terrain, les concernés peuvent témoigner. C'est jus, yaourt, de l'eau, des gains. On pouvait venir maintenant dans les petits supermarchés, même que d'aller dans les boutiques. On reçoit tout le monde, quel que soit son niveau de revenu. S'il est admis que la Côte d'Ivoire a encore du chemin à faire pour générer davantage d'emplois, le FMI appelle à la patience. C'est dans la durée que ça se passe. Et donc l'important, en fait, c'est qu'il faut que la croissance soit soutenue. Et au fur et à mesure qu'elle est durable, les perspectives d'investissement s'accroissent. Les entreprises potentielles ou existantes se disent « et donc je veux embaucher ». Dans cette perspective, l'institution de Bretton Woods compte rester un partenaire stratégique. Nous allons continuer l'assistance technique qu'on donne dans les domaines de compétences du Fonds monétaire à la Côte d'Ivoire. Et aussi, nous allons réfléchir avec les autorités dans la mesure où elles ont d'ores et déjà exprimé un très fort intérêt pour qu'on puisse éventuellement de nouveau les appuyer sur un programme sûrement de plusieurs années. Le plan national de développement PND 2016-2020, deuxième schéma d'organisation planifiée du développement après 2 décennies de vide, doit pouvoir donner à la Côte d'Ivoire les ressorts nécessaires pour de nouveaux succès économiques et sociaux. J'ajoute à ce reportage proposé par Adama Koné, toujours concernant le FMI, que le directeur général adjoint du fonds, Mitsuhiro Furusawa, entame une visite de 4 jours en Côte d'Ivoire dès demain, mercredi 24 février. Il arrive du Tchad où il séjournait depuis le 20 février dernier. Autre sujet, 4 jeunes Ivoiriens ont été honorés récemment par le ministre de l'économie numérique, distinction qui s'inscrit dans le prolongement des prix d'excellence 2015. Bruno Nabagné-Koné a exhorté l'ensemble de la jeunesse ivoirienne à s'approprier les outils de technologie. La cérémonie a eu lieu au plateau Graskando. Pour s'être illustré par la création de solutions innovantes dans le secteur de l'économie numérique, 4 jeunes Ivoiriens ont été honorés par le ministre de l'économie numérique, Bruno Nabagné-Koné. Il s'agit de Kwame Yao Ochofar, Ouattara Yetalo, Kofi Donald et Marie-Jocelyne Morisson.
Selon le ministre, cette distinction s'inscrit dans le cadre des cérémonies éclatées de remise des prix d'excellence 2015. Pour Bruno Nabagné-Koné, ces lauréats sont bien formés et comprennent l'intérêt de servir les autres. Cette année, un grand concours sera à nouveau lancé pour nous permettre de sélectionner, nous avons dit dans un premier temps 50 projets, mais l'idée c'est un jour d'aller jusqu'à 200 projets incubés en même temps. Et notre ambition ultime, j'allais dire, c'est arriver à mettre sur le marché au niveau international certains de vos projets. À travers ces exemples, Bruno Nabagné-Koné a exhorté la jeunesse ivoirienne à s'approprier les outils des technologies de l'information et de la communication, et ce, pour profiter des ressources et avantages de l'économie numérique. Des femmes réunies au sein de l'ONG FADJA souhaitent contribuer de façon active au développement de la région de Jacquesville. Elles ont exprimé de vive voix à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, qui, je le rappelle, est fille de la région. L'organisation mène déjà des actions pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, comme nous le montre Thomas Guessambi. Le développement de la région de Jacquesville passera aussi par les femmes. C'est l'engagement que l'ONG FADJA, Femmes actives de Jacquesville, a pris devant la grande chancelière, Mme Henriette Dagri-Diabaté. Il s'agit pour cette ONG d'apporter une réponse à toutes les problématiques liées à la question du genre, notamment l'état de précarité de nombre de femmes dans nos sociétés et plus généralement la nécessité de créer dans les villes et les zones rurales les conditions idoines pour la satisfaction des besoins primaires des populations. Au dire de sa présidente, Mme Elisabeth Boguiaébé, l'ONG FADJA est déjà sur le front de la bataille économique et sociale. Le problème de la pénurie de manioc, qui est à l'origine de la rareté de la tchéké sur le marché, a été traité en urgence avec la mise à disposition des coopératives de boutures de manioc à haut rendement pour accroître la production de la tchéké. L'ONG FADJA a également mis fin à la détresse de nombre de jeunes du département de Jacquesville qui n'avaient aucun document d'état civil. D'autres actions sont en cours pour soutenir l'entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes et consolider la cohésion sociale. Le Japon aide à l'amélioration de la production de riz en Côte d'Ivoire, appui effectué à la formation. À travers la formation des acteurs de la filière, l'État japonais a créé un centre de formation à la mécanisation agricole à Grand Laou. Ce centre, qui a 15 ans d'existence, a été visité par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Le récit de Grace Kando. La Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en matière de production de riz. Selon la stratégie nationale de développement de la riziculture, le pays a produit en 2010 628 184 tonnes de riz contre un besoin d'1 547 266 tonnes. Une situation qui s'explique notamment par le manque de formation des différents acteurs de la filière. Quand vous visitez le champ d'un riziculteur, vous vous rendez compte que les techniques culturelles ne sont pas respectées. Par exemple, souvent les apports d'engrais ne sont pas faits au moment qu'il faut, ou bien les quantités qu'il faut ne sont pas apportées. Les opérateurs sur les tracteurs, sur les motoculteurs et autres, très souvent ne sont pas formés non plus. Pour remédier à cette situation, un centre de formation à la mécanisation agricole de la NADER a été créé. Cette structure a été financée par l'État japonais à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA. 15 ans après sa création, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire effectue une visite sur le site. La mécanisation est un des axes plus importants pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il faut qu'on discute la coopération. Nous avons un besoin accru à cause des populations dans les villes. Mais il est bon aussi que le centre maintenant accroisse sa capacité d'appui aux exploitants agricoles et donc l'appui du Japon pour nous permettre d'atteindre cette capacité-là. Le centre de formation à la mécanisation agricole de la NADER a formé à ce jour plus de 4000 stagiaires dans le domaine rizicole.
La Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire veut apporter sa touche à la cohésion sociale dans le pays, et cela dans le domaine du foncier rural, dans les régions du Guémon et du Kabylie, c'est dans l'ouest du pays. La CNDHCI a organisé une table ronde en vue d'échanger sur le bilan des activités du projet de vulgarisation des droits fonciers ruraux dans les dites régions. Cette séance de travail a eu lieu aujourd'hui à son siège au de Plateau. Place à l'actualité à l'étranger. Arrivé hier à Bujumbura, dans la capitale burundaise, le secrétaire général de l'ONU tente d'aplanir les différends. Ban Ki-moon a réussi à avoir du chef de l'État burundais une concertation inclusive pour éviter le chaos dans le pays. Plusieurs attaques à la grenade dans la capitale ont eu lieu alors que Ban Ki-moon se trouvait encore à Bujumbura. Autour de Ban Ki-moon, ce lundi à Bujumbura, les acteurs politiques burundais. Le secrétaire général des Nations Unies a réussi à obtenir de Pierre Nkurunziza des pourparlers avec l'opposition. Oui au dialogue inclusif, mais pas avec les déstabilisateurs, a prévenu le gouvernement dans un communiqué. Le président burundais avait jusque-là refusé la médiation de ses pairs de la sous-région. Les émissaires de l'Union africaine avaient échoué à envoyer une force militaire dans le pays pour tenter de contenir la crise. Une victoire pour Ban Ki-moon, certes, mais qui n'a pas empêché la survenue de plusieurs explosions à la grenade dans la capitale ce même lundi. Bilan, 2 morts et une vingtaine de blessés. L'arrivée du secrétaire général des Nations Unies aura tout de même ramolli la position burundaise. Plusieurs actes de décrispation ont été posés. La levée des mandats d'arrêt lancés contre 15 responsables de l'opposition, l'annonce de la libération prochaine de 200 prisonniers et l'approbation par Bujumbura du renforcement des observateurs des droits de l'homme de l'UA et de l'ONU sur place. La crise burundaise est née de la volonté de Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat, contrairement aux accords d'Arusha. Chose faite depuis le mois de mai dernier, conséquence des affrontements qui ont fait plus de 400 morts et contraint plus de 240 000 Burundais à l'exil. Mais pour le camp Nkurunziza, c'est Kigali le responsable. Bujumbura l'accuse de former sur son sol des milices dans la perspective de déstabiliser le pays. Une accusation démentie par les autorités rwandaises. C'est une crise interne, répète à l'envi la communauté internationale. Il faut vite la contenir pour éviter qu'elle embrase la région des lacs. 72 heures après l'annonce des premiers résultats de la présidentielle au Niger, les contestations se font entendre. La COPA 2016, le parti opposant dirigé par Amadou Boubacar Cissé, a dénoncé des fraudes dans les résultats proclamés par la CENI hier et a appelé ses militants à la résistance. Mahamadou Issoufou en tête du premier tour du scrutin présidentiel. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale CENI ce lundi au Niger dans ses premiers résultats partiels. Des résultats aussitôt contestés. Ce mardi, le porte-parole de l'opposition Amadou Boubacar Cissé a dénoncé des fraudes dans le scrutin. Les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent. La coalition pour l'alternance 2016, accusant la CENI d'avoir diffusé des résultats fantaisistes, prépare sa riposte. Amadou Boubacar a d'ailleurs appelé les militants à la résistance. La COPA invite tous ses militants à se mobiliser comme un seul homme pour contrer le coup de force en préparation et défendre la légitimité populaire qui s'est exprimée dans les urnes. Mahamadou Issoufou, quant à lui, semble avoir tenu sa promesse de victoire dès le premier tour face à l'opposition. En attendant les résultats globaux prévus les 5 jours suivant la clôture du scrutin, l'atmosphère au Niger reste tendue. En Afrique du Sud, un match de rugby universitaire a été interrompu hier par des affrontements sur le terrain entre des manifestants noirs qui avaient envahi la pelouse et des spectateurs majoritairement blancs à l'université de Bloemfontein, dans le centre du pays. À la suite de ces incidents, l'université a décidé de fermer ses portes aujourd'hui et demain et a fermement condamné ces actes de violence envers les manifestants. Ces incidents surviennent alors que les cours sont également suspendus à l'université de Pretoria après des violences entre des étudiants noirs souhaitant la fin des cours en Afrikaans et des militants d'AfriForum,
un lobby africaneur. On termine aux États-Unis où le Pentagone a soumis au Congrès américain un plan pour fermer la prison de Guantanamo. L'institution indique que cette mesure permettrait d'économiser entre 65 et 85 millions de dollars par an. Le plan prévoit le transfert d'un certain nombre de prisonniers vers des pays tiers et un travail commun avec le Congrès pour transférer les prisonniers restant aux États-Unis. Voilà, il est 20h30, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ongoran. À très vite. Bonsoir.